Faut-il instaurer un droit au télétravail 2 jours par semaine? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Pour démêler cette question, 2 experts s'affrontent à distance pour un télédébat. D'un côté, Jacques Tisse, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain. À ses yeux, généraliser le télétravail a tout d'une fausse bonne idée. Face à lui, Margot Guillaume, qui a cofondé eBloom, une start-up qui se donne comme mission de mesurer l'engagement des travailleurs au sein de leur entreprise. 2 jours de télétravail et 3 jours de travail au bureau optimisent l'épanouissement des collaborateurs. Chez eBloom, on a mené une enquête auprès de plus de 1000 travailleurs belges en avril 2021 afin qu'ils puissent comparer le bureau et la maison sur toute une série de facteurs d'engagement. Et il ressort de cette enquête que la maison est préférée pour tout ce qui concerne l'autonomie, le niveau de stress, la productivité ou encore l'équilibre professionnel-vie privée. Par contre, le bureau, lui, répond mieux à d'autres facteurs d'engagement, comme par exemple le développement professionnel, la qualité des relations ou le travail d'équipe. Seulement 4% des Belges souhaitent revenir 5 jours par semaine au bureau. 90% des travailleurs veulent un équilibre entre la maison et le bureau. Les chiffres sont là. Les travailleurs expriment clairement une volonté de travailler à la maison et au bureau. Et donc il tient de construire ce modèle hybride qu'ils demandent pour leur épanouissement et les performances de l'entreprise. Le télétravail est un problème qui a des dimensions beaucoup plus nombreuses que ce qu'on en parle habituellement. C'est une réorganisation très profonde pour de nombreuses entreprises. Ce qu'on a vécu devant les opérations de confinement sont trop particulières pour qu'elles puissent servir véritablement d'exemple. En effet, une des grandes difficultés qu'il va y avoir, c'est que les travailleurs vont avoir des préférences très différentes. Ceux qui sont célibataires, ceux qui sont plus âgés, ceux qui ont une famille avec des enfants en âge d'aller à l'école ou au contraire très petits, vont souhaiter aller travailler des jours très différents. On devine facilement que le vendredi ne va pas être un jour qui va être choisi par beaucoup de salariés. Le lundi peut-être un peu moins. Donc on va avoir de l'encombrement dans les bureaux le mardi, le mercredi, le jeudi. Donc on ne va pas tellement résoudre de problèmes durant ces jours-là. Donc les gains éventuels pour les entreprises sont loin d'être évidents et la satisfaction pour les travailleurs, ça va être très contesté selon le type de travailleurs et les situations dans lesquelles ils vivent. Le télétravail apporte un gain économique pour les entreprises. Le télétravail, c'est win-win. Comme on l'a vu, le télétravail optimise l'épanouissement des collaborateurs et avoir des collaborateurs épanouis est un boost pour les performances de l'entreprise. Pour le prouver, il suffit de jeter un œil à l'étude de Gallup de 2020 qui mesure directement l'impact de l'engagement sur le turnover, la qualité du travail, la productivité et toute une série d'autres facteurs. Au-delà du boost en performance que le télétravail apporte, il permet également une réduction de certains coûts. Parce qu'à partir du moment où les entreprises vont décider d'instaurer le télétravail de manière structurelle, elles vont pouvoir prendre des décisions pour mieux coller à cette réalité. Et ces décisions peuvent mener à une réduction de coûts. On pense directement à des frais de loyer, d'assurance ou de charges diverses. Ce gain économique qu'apporte le télétravail, il va alors pouvoir être réinvesti dans la croissance de l'entreprise ou encore sous forme de primes pour le télétravail aux collaborateurs afin qu'ils puissent améliorer leur ergonomie à leur domicile. Un argument qui est avancé évidemment en faveur par les entreprises, et on le comprend très bien, c'est le fait qu'elles devraient consommer beaucoup moins de surface de bureau. Alors les choses sont peut-être un petit peu moins simples que ça, car de nouveau ce qui se passe aux États-Unis montre que durant les confinements, 49% des gens ont travaillé dans leur chambre à coucher. C'est une situation qui, temporairement, est acceptable. Elle l'est déjà beaucoup moins si les 2 conjoints doivent travailler tous les 2 dans la chambre à coucher en utilisant Skype, Zoom ou quelque chose de ce genre-là. Mais on imagine très bien aussi que si nous passons à une situation à longue durée où les gens doivent travailler à domicile, ce qu'il faudra, c'est agrandir leur logement. Donc on transfère une partie des coûts des entreprises vers les salariés. Le télétravail réduit le trafic et le temps de trajet. N'ayant plus à se rendre sur le lieu de travail, les gens gagnent du temps. Ce temps, il peut leur permettre d'avoir plus d'heures de sommeil, d'être moins fatigués, d'être plus productifs, d'être moins stressés, ou encore d'avoir un meilleur équilibre professionnel-vie privée. Ces déplacements évités, ils permettent également de fluidifier la circulation et donc de réduire le temps de trajet pour ceux qui ne sont pas en télétravail. Au-delà de l'impact sur la qualité de vie, la réduction du trafic permet également d'avoir un impact positif d'un point de vue écologique. On met souvent en évidence le fait que le télétravail permettrait de réduire complètement les navettes entre domicile et lieu de travail. Alors c'est vrai que effectivement, durant la première expérience de confinement, on a eu une chute brutale dans les trajets en particulier, trajets professionnels en particulier vers Bruxelles, mais ça n'a pas entraîné automatiquement une baisse considérable des déplacements. Un rapport du Bureau du Plan met bien en évidence que le nombre de kilomètres parcourus durant la période
période du premier confinement, a relativement peu diminué par rapport à ce qu'il est en temps normal. Il y a eu un phénomène de substitution. On a remplacé les déplacements domicile, lieu de travail par des déplacements, on visite sa famille, des amis, on va se promener. Mais en fait, l'impact sur l'environnement global risque d'être très faible. Le télétravail doit rester un droit, autant pour les entreprises que les collaborateurs. Il est évident que ce mode hybride ne peut pas s'adapter à tout type d'entreprise et tout type de personnes. C'est pourquoi il est important de préciser qu'on parle bien ici d'un droit et non d'une obligation. C'est un droit pour les entreprises d'opter ou non pour ce mode hybride. Cette décision leur appartient et je ne pense pas qu'elle doit être régie par l'État. Et si l'entreprise prend cette décision, c'est un choix pour le collaborateur de jouir de cette possibilité de télétravail ou non, en prenant en considération son vécu, son ressenti et les conditions de travail à son domicile. Nous avons ici l'occasion de créer une situation win-win pour les entreprises et pour les collaborateurs. Et pour cela, il est important de créer du dialogue au sein des entreprises pour s'assurer que chacun soit respecté dans ses attentes et ses besoins. Alors une question qui est peu abordée en dehors des États-Unis, c'est celle de l'impact sur les villes. Par exemple, prenons Bruxelles. Bruxelles est une ville où beaucoup d'emplois sont des emplois qui se font en bureau. Et donc effectivement, le télétravail est susceptible de réduire considérablement l'occupation de ces bureaux. Mais cela a des implications nombreuses. Car si vous prenez des quartiers, des centres-villes avec une grande concentration de bureaux, il y a aussi une forte concentration d'emplois. D'emplois qu'on appelle emplois induits, tels que restaurants, cafés, bars, petites librairies et d'autres commerces de commodités. Une étude qui vient d'être faite récemment pour les États-Unis montre que le passage de 5 jours de présence au bureau à 3 jours, donc 2 jours de travail à domicile, conduira à une destruction de 40% de l'emploi des emplois induits. Comme ces emplois induits sont souvent des emplois qui sont pris par des travailleurs qui ne sont pas extrêmement qualifiés, ça veut dire une perte très sensible. S'ajouterait à ça aussi une perte de rentrée fiscale pour les villes, qui pourrait ne pas être négligeable du tout. Ce qui, à son tour, compte tenu du fait que l'offre culturelle ne semble pas être une priorité pour les autorités publiques de ce pays, l'offre d'activités culturelles se contractera, ce qui, à son tour, risque de provoquer le nouveau départ de Bruxelles vers les banlieues, puisqu'une grande partie des avantages que les villes offrent réside justement dans l'offre de magasins et l'offre de services culturels.